C'est un jeu d'enfant. Abandon. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Bien, sur un programme que j'ai appelé... C'est un jeu d'enfant. 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 Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence co-organisée dans le cadre des rencontres littérature au centre. Donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Karim Amou, le grand plaisir. Donc Karim Amou est sociologue. Ses recherches actuelles portent sur les rapports de pouvoir dans les industries musicales. Et donc il est l'auteur d'un livre intitulé Une histoire du rap en France, qui est paru en 2012 aux éditions La Découverte. Alors, comment est-ce que le rap traverse l'Atlantique? Comment est-ce que le rap arrive en France? Alors, avant de voir comment est-ce qu'il arrive en France, la première chose, c'est de savoir comment il naît aux États-Unis. Je ne vais pas m'étendre dessus, il y a quelques très bons livres sur la question. La première chose qu'il faut dire pour la naissance du rap comme genre musical à part entière, c'est qu'il a, à son apparition dans les années 70, des liens très forts avec la musique funk. C'est en fait une extension, une émanation du funk, et en particulier, parce que le rap est d'abord... le mot rap connote l'interprétation, le fait de parler en rythme, en fait d'avoir une interprétation harmonisée en rythme, mais le rap c'est aussi, et j'ai envie de dire d'abord, une musique. Et c'est une musique qui est issue des rythmiques funk. La première révolution, la première innovation musicale qui commence à poser les bases d'un genre musical spécifique, c'est ce qu'on appelle le breakbeat. Le breakbeat, c'était la section rythmique de disques de funk qui durait parfois pendant quelques secondes sur les disques de funk et qui passionnait tellement les danseurs de New York que les DJ se sont mis à les passer en boucle, à allonger cette section rythmique jusqu'à créer des séquences purement rythmiques pendant plusieurs minutes, des séquences de breakbeat. Ça, c'est la première innovation musicale qui pose les bases du rap. La deuxième, vous la connaissez, vous la devinez, c'est l'interprétation. L'interprétation rappée, elle est très ancienne aux États-Unis. On entend des formes de rap dès les années 40 ou les années 30, cette façon d'harmoniser ses paroles en rythme avec une rythmique. Mais c'est aussi quelque chose qui va être très travaillé d'une part par les DJ animateurs de radio pour animer leurs émissions, et d'autre part par les toasters jamaïcains qui vont improviser des paroles pour inciter les gens à danser sur des versions dub. Donc il y a des liens très forts entre rap et reggae. Et d'ailleurs, c'est des Jamaïcains à New York qui vont être les premiers à initier et à adapter finalement la pratique du talk-over jamaïcaine au contexte de New York en utilisant ces rythmes de funk. C'est l'un des disques les plus vendus en France en 1979. Tout le monde est frappé par cette rythmique funk, disco-funk très entraînante, et un certain nombre de personnes prêtent attention à cette nouvelle façon d'interpréter des paroles. Et du coup, en France, très rapidement, il y a au moins deux catégories différentes de personnes qui vont se dire « mais est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose, nous aussi, de cette rythmique et de cette technique d'interprétation ?» Je vais commencer par vous parler du premier groupe de personnes qui se l'approprient, qu'on a pendant longtemps totalement effacé de l'histoire officielle du rap en France. Les premières personnes attentives à ce qui se passe dans l'industrie musicale américaine, c'est les professionnels des industries musicales en France, qui à cette époque-là est dominée par l'industrie de variété. On est au début des années 80, le grand tube, le single 45 tours qui aura vendu le plus de toute l'histoire du 45 tours en France, c'est La Danse des Canards, qui est sorti quelques mois auparavant. Et ces professionnels des industries de la variété française sont très attentifs à ce qui se passe aux États-Unis parce qu'ils ont déjà, pendant toutes les années 70, adapté les tubes des musiques rock, mais aussi des musiques soul et des musiques funk au public français. Et un certain nombre de tubes de Claude François sont construits sur cette base, traduction de paroles, adaptation, même musique, etc. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul.
Le premier geste de cette première génération de rappeurs qui ont appris et qui se sont passionnés pour le rap avant que le rap soit assigné aux banlieues, leur première réaction, c'est d'opposer leur vocation, leur ambition artistique au discours médiatique. Et leur deuxième réaction, c'est de contester les discours qui sont tenus sur leur mouvement musical, sur la jeunesse à laquelle ils appartiennent et sur les groupes sociaux, notamment racisés, notamment sur les banlieues, sur lesquels est produit un discours à dire « ce que vous dites de nous n'est pas vrai, nous on va vous dire ce qui est vrai ». Ça, c'est ce que fait la première génération. Mais après cette première génération, on a une deuxième génération d'artistes qui vont commencer à sortir leurs premiers albums entre 93 et 96, qui, eux, vont avoir découvert, grandi avec cette définition du rap comme associé aux banlieues. Et on va avoir une appropriation, en fait, de cette définition du rap comme expression des banlieues qui va se faire de la part d'artistes eux-mêmes. Et ce que les artistes vont en produire ne ressemble pas à ce que les médias pouvaient en faire sur scène. C'était en fait sur les plateaux. Ça va plutôt être une appropriation de la thématique du rap comme expression des banlieues qui va conserver l'enjeu artistique, l'enjeu esthétique central et notamment l'attention aux évolutions américaines du genre et qui va thématiser la vie d'une fraction paupérisée des classes populaires racisées en France, qui va la thématiser sur le mode de la vision de l'intérieur. C'est quelque chose qui est particulièrement flagrant dans certains morceaux de la compilation La Haine. Je pense notamment au morceau de Expression Directe ou au morceau de la rappeuse Sté Strauss qui s'appelle C'est Asmeuk mon los. C'est à ce moment-là que le verlan va devenir de plus en plus prépondérant dans le rap, alors que pour la première génération, il n'y avait pas beaucoup de mots de verlan. Et c'est aussi quelque chose de très significatif dans l'œuvre d'un groupe important à cette époque, Ideal J, dont un des membres continuera sa carrière sous le nom de Kerry James. Interrogez les membres du groupe MDL. Autant tu piques, c'est une saveur aromatique. Jamais identique, reste pourtant poétique. Car ça n'est pas vocation et tu n'es, mais je ne suis pas le seul qui est complètement idiomatique. Ma partie est acoustique et je suis fanatique. Car j'ai perdu ces mots d'une inspiration mystique. Sur cette charotique, mais une intrigue éthique journalistique. Je suis authentique.